Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous recevons Anne Goscinny, fille de René Goscinny, le créateur d'Astérix. Elle s'est elle-même imposée comme une autrice accomplie. Vous la connaissez peut-être pour Le Monde de Lucrèce, cette bande dessinée créée avec Catel Muller, où elle pose un regard tendre, drôle et lumineux sur les préados. Mais aujourd'hui, c'est de son livre « 1000 façons d'aimer », publié chez Grasset, dont nous allons parler. Une invitation à réfléchir sur ce que signifie aimer. Comment l'amour et l'amitié persistent-ils malgré la mort ? Une question universelle profonde qui touche chacun de nous à un moment de sa vie. Aujourd'hui, nous recevons Anne Goscinny pour parler de 1000 façons d'aimer, un livre où elle interroge de manière très élégante l'amour sous toutes ses formes. L'amitié absolue, les liens qui résistent au temps, ceux qui nous forgent et même ceux qui nous brisent. Dans ce récit à la fois intime et universel, Anne ne nous offre ni embellissement, ni simplification. Elle explore avec une sensibilité rare ce qui nous attache aux autres. Elle parle de ses relations fondatrices, parfois discrètes, souvent bouleversantes, qui restent en nous bien après la séparation, bien après l'absence. L'amour, dans 1000 façons d'aimer, ce n'est pas qu'une histoire à deux. C'est une force complexe qui habite nos vies, nos souvenirs et même nos silences. Anne nous invite à regarder en face les 1000 nuances de ce sentiment, l'intensité, la fragilité et la trace indélébile qu'il laisse, même après la fin. Si vous avez déjà aimé, perdu et réappris à aimer autrement, ou si vous cherchez simplement à comprendre ce que l'amour signifie vraiment, écoutez attentivement. Anne Goscinny nous rappelle que l'amour, c'est l'histoire de tous, une aventure humaine, complexe, lumineuse et parfois déchirante. Restez avec nous pour découvrir un regard lucide et profondément humain sur ce qui nous lie et ce qui nous fait tenir debout. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Anne Goscinny, bonjour. Bonjour. Anne, écrire 1000 façons d'aimer semble être un acte très personnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir partager cette partie intime de votre vie avec le monde ? C'est un roman qui fait une part très large à l'autobiographie, puisque ça n'a pas dû vous échapper. Raphaël, le garçon dont je parle dans le roman, a existé. Il ne s'appelait pas Raphaël. Et il est mort il y a 30 ans. Il est mort en avril 1994. Et voilà 30 ans que j'essaye de me dire qu'un jour, j'arriverai à tenir ce deuil, ce chagrin suffisamment à distance pour le mettre en mots. Il m'aura fallu 30 ans pour écrire « Raphaël est mort », un mot par dizaine. Avant, c'était pas possible. 30 ans plus tard, le temps est venu et j'y suis arrivée. J'ai d'abord échoué 2 fois. Le livre a été refusé 2 fois par mon éditeur, ce qui ne m'était jamais arrivé. Ce qui a été très douloureux, parce que pour un auteur, se voir refuser un texte, c'est toujours très douloureux. L'ego en prend un coup énorme. Et douloureux aussi parce que j'avais l'impression que on me refusait de rendre cet hommage. Et j'avais aussi l'impression d'avoir écrit un très bon livre. Or, il était très mauvais, la première version. Mon éditeur m'a dit, c'est pas publiable, on comprend rien, il y a des fantômes partout, on comprend pas. Et c'est pour ça que le livre commence par ces mots « Ta mort me résiste ». Et effectivement, c'était une forme de résistance de la part de ce deuil qui, je pouvais pas l'appréhender, j'arrivais pas à le saisir. Donc j'ai écrit une deuxième version, j'ai tout remis à plat et j'ai écrit une deuxième version du texte très différente en gardant la structure de la promenade, puisque donc c'est une promenade qui va du domicile de la jeune fille au cimetière où on enterre son ami, en gardant ce fil conducteur-là, mais en changeant tout le reste. Et j'écris donc une deuxième version du texte. Je l'envoie à mon éditeur, persuadé que là, il allait me dire, écoute, c'est le livre du siècle, bravo. 1 mois et demi plus tard, c'est long, 1 mois et demi, un mail à 22h50, je m'en souviens toute ma vie. Ma chère Anne, je suis désolée, mais toujours pas. Me voilà avec mon texte en bandoulière, refusé par mon éditeur d'origine, puisque j'ai toujours été publié chez Grasset depuis 20 ans. Et là, plutôt que de me dire je vais le convaincre, je me dis mais il a raison, parce qu'en fait, il n'a pas connu Raphaël, il n'est pas embringué dans mon chagrin, donc ce qu'il dit est juste.
Et il me dit, voilà, c'est trop théâtral, il y a trop de dialogue, il faut recommencer. Et moi, j'ai pris il faut recommencer comme une chance qui m'était donnée d'aboutir, d'aller au bout de ce travail. Et j'ai donc écrit ce texte une 3e fois, en me disant, soit c'est la bonne, soit c'est la fin. Et le 23 mars dernier, les dates sont gravées quand elles sont si importantes. Vers 19h15, je reçois un mail de mon éditeur me disant, c'est ton meilleur livre, 6 juin le contrat. Voilà la genèse. Qu'avez-vous ressenti en revisitant ces moments de votre passé ? Ça fait 30 ans que j'éprouve et que je ressens. Vous savez, il y a une grande différence entre l'écriture qui soigne et l'écriture qui vient après le soin. Moi, je suis depuis 18 ans en analyse à haute dose, puisque 3 fois par semaine, et je fais partie des auteurs qui se soignent pour écrire et qui n'écrivent pas pour se soigner. C'est très différent. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais considéré l'écriture comme une démarche thérapeutique. Mais chacun a sa vision. Je dis pas du tout que je détiens une vérité absolue. Simplement, je pense que pour arriver à écrire ce texte à la fois personnel, à la fois très littéraire, avec un énorme travail sur le temps, puisqu'on est 30 ans plus tard, mais on parle d'une journée qui a eu lieu 30 ans plus tôt, qui elle-même appelle et convoque des souvenirs qui ont eu lieu encore 20 ans ou 15 ans avant. C'est un travail sur le temps de dentelière. Donc, pour écrire tout ça, il faut avoir dépassé le deuil. Et pour moi, ça n'a été possible que grâce à l'analyse. Comment vous décririez effectivement les moments d'écriture ? Étaient-ce des moments de paix intérieure, des moments difficiles ? Oui, les moments d'écriture pour ce livre, j'ai mis plusieurs mois évidemment à l'écrire, mais j'ai tout structuré en un été, l'été 2023. Et à chaque fois que je me remettais devant mon ordinateur, j'avais l'impression de retrouver mon ami, de retrouver Raphaël. C'était un rendez-vous qu'on se fixait, en réalité, évidemment que je me fixais unilatéralement, mais c'était un rendez-vous important et un rendez-vous que je ne manquais pas. Et j'écrivais peut-être 18 heures par jour frénétiquement pour le retrouver, pour le faire revivre, pour donner la parole à sa mère, pour inventer plein de choses, puisque tout est vrai mais tout n'est pas exact. Ou tout est exact mais tout n'est pas vrai. Je sais pas comment dire. C'est quoi la différence entre tout est vrai et tout n'est pas exact ? C'est-à-dire que tout n'est pas arrivé, mais tout ce qui est écrit est justement écrit. Et voilà, donc c'est vrai que je nous ai fixé, à lui et à moi, un rendez-vous tout au long d'un été, de façon un peu alcoolique, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient, mais très obsessionnel, quoi. Moi, je suis une grande obsessionnelle, moi. Très obsessionnelle. Et c'est pour ça que quand mon éditeur l'a refusé une première fois, la chute a été d'autant plus vertigineuse que j'avais tellement investi cette histoire et que je m'étais impliquée à ce point. Alors vous le dites très bien, on le sent quand on vous entend. Et on le sent aussi dans le livre, que vos relations passées, même si elles sont terminées, continuent d'avoir une forte présence dans votre vie. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile à laisser aller dans une relation qu'on a perdue ? En fait, moi, j'ai fait l'expérience du deuil très tôt. Mon père est mort quand j'avais 9 ans. Mes 2 parents sont morts à 51 ans. Ma mère est morte 16 ans après. À 51 ans aussi, je n'avais que 25 ans. Et le personnage qui s'appelle Raphaël est mort 2 mois après ma mère. Donc, à 25 ans, je me suis retrouvée sans enfant encore, sans fiancé sérieux, avec des amours futiles, on peut dire les choses comme ça. Donc, plus personne au-dessus, encore personne en dessous. Donc, en équilibre sur un fil invisible, avec la conscience intense que même avec un bâton d'équilibre, je pouvais tomber dans le vide n'importe quand, c'est-à-dire tout d'un coup réaliser que il y avait plus personne et il y avait pas encore la nouvelle génération, puisque les enfants, il faut les faire. Pour les faire, il faut trouver un papa, enfin parfois, souvent encore quand même. Et j'avais rien du tout de tout ça. Donc le deuil est une sensation, c'est pas un sentiment, le deuil est une épreuve que j'ai connue très tôt et que j'ai dû apprivoiser en utilisant des tonnes de stratagèmes, certains pervers, certains de débrouille. Voilà, tout ce qu'un enfant peut mettre en œuvre pour pas arriver à se dire mon père que j'aimais tant et de quel j'étais l'enfant unique est mort brutalement d'un infarctus, comme ça, un samedi matin, alors qu'il m'avait dit à tout à l'heure et que je le reverrai jamais. C'est un truc d'une violence dont on ne guérit pas, qu'on apprivoise, mais dont on ne guérit pas. La première fois que j'ai vu ce psychanalyste, il y a environ 18 ans,
Il m'a dit, si vous comptez sur moi pour vous dire que ce qui est arrivé n'est pas arrivé, passez votre chemin, on va perdre notre temps tous les deux. En revanche, je peux vous apprendre à apprivoiser ce qui est arrivé et à repeindre la carrosserie d'une couleur qui vous permettra d'oser la regarder. Et c'est ça l'apprentissage du deuil. Alors moi, je suis très lente, je revendique cette lenteur. Rien n'est rapide chez moi. Je mets longtemps à aimer, je mets longtemps à faire un deuil, je mets longtemps à écrire, je peux mettre une journée entière à faire un gâteau au yaourt, par exemple, parce que je vais peser, repeser, réfléchir, appeler 250 copines et rater mon gâteau, bien entendu. L'oublier dans le four, parce que tout d'un coup, je sais pas, j'aurais été distraite par une émission à la radio, par le chat qui me fait de l'œil, par je sais pas quoi. Et rebelote, je vais recommencer le gâteau. Mais j'ai plus de yaourt, donc il faut redescendre acheter des yaourts. Enfin, voilà, ça c'est ma vie, c'est toute ma vie, ça. Mais finalement, dans la lenteur, on prend une espèce de profondeur et d'intensité. Voilà, et c'est vrai que le deuil de mon père, il est pas fini. Oserais-je dire que peut-être même il est pas commencé, parce que j'ai pas envie de regarder ça en face. Et le deuil de Raphaël, ça a été très compliqué. C'était mon ami intime, c'était mon âme sœur, c'était mon frère. On s'était choisis enfants quasiment avant la maternelle. Et on s'est jamais quittés, on était là l'un pour l'autre, on s'engueulait, on raccrochait, et puis on se rappelait tout de suite. Rien n'était jamais grave, rien n'était jamais définitif, rien n'était jamais fini. C'était presque une relation qu'on peut avoir avec nos parents. C'est-à-dire que nos parents, pour les enfants comme moi qui ont eu la chance d'être aimés profondément, je sais que tous les enfants n'ont pas cette chance, nos parents nous aiment inconditionnellement, on aime nos enfants inconditionnellement. Ils pourraient faire la pire des horreurs, on leur dirait pourquoi, mais on continuerait à les aimer inconditionnellement. Et c'était ce qui nous liait, Raphaël et moi. Quelle différence entre le deuil de Raphaël et le deuil de votre père en termes de stratagèmes que vous avez utilisés pour pouvoir passer ce temps avec eux sans eux? Alors c'est très bizarre, mais mon père, à l'instant où j'ai compris qu'il était mort, donc ce samedi 5 novembre, là, il faut savoir une chose, c'est que mon père est mort en novembre 77, et que avoir 9 ans en novembre 77, c'est pas du tout avoir 9 ans en 2024. En 77, on n'a évidemment pas les réseaux sociaux, on a à peine 3 chaînes à la télévision. La mort, c'est quelque chose de très abstrait pour les enfants qui ont la chance de vivre de ce côté-là du monde, j'entends, bien sûr. La mort, moi, j'avais pas la preuve que c'était définitif. Je ne savais pas. Je pensais que la mort, ça allait s'arrêter. Quand ma mère m'a dit « Papa est mort », j'ai répondu « Très bien, à quelle heure il rentre ?» Sincèrement, je n'étais pas plus idiote que les copines. Hein. Simplement, la mort en 77 pour un enfant de 9 ans, c'est très abstrait. Donc, mon père, j'ai tout de suite mis en place un stratagème d'évitement. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis attachée à un autre homme, à peu près de son âge. J'ai fait ce qu'on appelle vulgairement un transfert. Je trouve ce mot abominable, mais bon, employons-le puisque c'est le mot. Et le transfert m'a permis de grandir, d'évoluer, de devenir une jeune fille, puis une jeune femme. Il n'y a pas eu qu'un transfert, il y en a eu une quantité, il y en a eu beaucoup, l'un prenant la place de l'autre. Pour mon ami, le transfert n'était pas permis, puisque personne ne pouvait prendre sa place. Personne. C'est-à-dire que des amis, j'en ai eu d'autres, heureusement, j'en ai d'autres. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis, il y en a aujourd'hui qui me sont infiniment chers. Cette relation-là, jamais plus je ne l'ai éprouvée, et surtout, je n'ai plus jamais cherché à l'éprouver. C'est vraiment très différent. On avait une relation telle que j'ai préféré me dire que j'avais eu la chance de connaître ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai eu cette chance-là. La chance folle de connaître un ami comme on n'en a qu'un dans une vie. Alors, je vais pas pleurer le fait qu'il n'est plus là, parce que pleurer, c'est rien par rapport à ce que j'ai pu ressentir. Je vais plutôt essayer de me rappeler tout ce que j'ai eu la chance de vivre avec lui, ce qui pour mon père n'a pas été du tout possible. Voilà, Raphaël. Je t'entends désormais dans mon cœur. Tu as aimé passionnément. Tu as eu la plus fidèle des amies. Tu as rendu ta mère heureuse. De ce monde, ne regrette rien. Nos âmes se retrouveront, tu as pris un peu d'avance. Nous ne nous quitterons jamais. Moi, je vais vivre, vivre et vivre. J'ai rencontré un homme qui est le père de mes enfants. Au soir de ma vie, c'est avec lui qu'encore je voudrais dormir. Mes enfants, je suis sûre que tu les vois. Un garçon aux yeux gris d'abord et une petite fille.
Elle a l'une de tes fossettes et les cheveux bouclés. Et mon fils a de toi l'appétit et le rire. Ils me rendent immensément heureuse. Tu sais, quand on a tant aimé quelqu'un, on grave un peu de lui dans ceux que l'on met au monde. Des amis s'en sont allés, d'autres sont arrivés, je les aime. Il y a 1000 façons d'aimer, chacune nous est propre et assignée. De nous sur cette terre restera notre folle amitié, appelons-la comme ça. Merci Anne, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage magnifique, extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que c'est les dernières lignes du livre, c'est une forme de conclusion très positive, puisque à dessein, j'emploie le verbe vivre 3 fois. Je vais vivre, vivre et vivre. Et en fait, quand on a connu un tel chagrin, un tel choc, que la mort de son âme sœur, 2 mois après la mort de sa mère, arriver à imposer ce verbe et à le mettre en action, je trouve que c'est de la plus belle des victoires. Et c'est pas un livre triste, bizarrement. C'est un livre qui parle du deuil, qui parle de l'absence, qui parle de la perte, mais qui parle aussi des souvenirs d'amitié, comme on en a tous, qui parle de l'enfance, qui parle de l'adolescence, qui parle de ce qu'on peut partager avec son ami proche, et qui parle beaucoup de la vie. Quand j'écris « je vais vivre, vivre et vivre », c'est presque un vers de poésie. Vous parlez aussi beaucoup dans votre livre de l'amour filial, l'amour parental. Oui, ça c'est un sujet qui traverse mes 9 romans et sans doute aussi mon œuvre pour la jeunesse, Le monde de Lucrèce. Je suis très fascinée par l'amour qu'on a pour ses parents, par l'amour qu'ils nous portent. J'ai moi-même 2 enfants et je trouve que dire que j'aime mes enfants, c'est très réducteur. C'est pas de l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est quelque chose qui ne se met pas en mots. Je veux dire que c'est mon bras droit, c'est mon bras gauche, c'est mon poumon, c'est mon rein, c'est mon cœur. C'est beaucoup mieux qu'une partie de moi, puisque ils sont merveilleux les 2. Je ne sais pas comment on peut survivre à un tel drame, survivre à la mort d'un enfant. Et c'est ça aussi dont j'ai voulu parler dans ce livre, puisque la mère de Raphaël va survivre quelques années. En réalité, elle est morte en 2011. Et je ne sais pas comment on fait pour survivre à ça. Et pourtant, on survit. Et voilà, c'est de tout ça dont je parle dans ce livre. Il y a une multitude de sujets en réalité dans ce livre. Il y a effectivement l'amour filial dont vous parlez, puisque les 2 personnages n'ont plus leur père. Le personnage de la jeune fille parce qu'il est mort, le personnage du garçon Raphaël parce que son père est parti faire sa vie ailleurs. Donc il y a 2 absences, il y a 2 façons de vivre l'absence. Voilà, c'est tout ça que j'ai eu envie d'aller explorer, mais j'ai certainement pas fini d'explorer. Alors, vous avez vécu des moments de perte douloureuse et vous en parlez avec beaucoup de sensibilité. Comment avez-vous appris à surmonter cette douleur et à la transformer en quelque chose de porteur pour vous ? Je crois que j'ai eu la chance, à la mort de ma mère notamment, et même beaucoup plus tôt, à l'âge de 18 ans, de rencontrer des psys, enfin des analystes pour être plus concrète, absolument magistraux. Et notamment un qui m'a vraiment pris en charge à la mort de ma mère, qui s'appelait Pierre Fédida, qui était un très très grand psychanalyste, et qui m'a dit, je suis arrivée chez lui sur les recommandations d'un médecin, et le médecin m'avait dit, vous savez, il prend plus personne, il est un peu au bout de sa carrière, il prend plus personne. Et j'ai dû le toucher, j'avais 25 ans tout juste, et il m'a dit cette phrase magnifique, il m'a dit, vous savez, il faut être 2 pour enterrer ses morts, et je serai le second. Et je lui ai répondu, oui, mais moi, j'ai l'impression que ma vie n'est plus qu'un champ de ruines. C'est-à-dire que ma mère venait de mourir, mon ami dont je parle aujourd'hui, Raphaël, était mort aussi. Et vraiment, si on m'avait demandé, représente ta vie aujourd'hui, c'était des ruines. Et il m'a fait cette réponse que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit, vous savez, ce qui rend les ruines jolies, c'est l'herbe qui repousse autour. Et l'herbe, on va la semer tous les 2. Et donc, j'ai remonté la pente. Et après lui, puisqu'il est mort, après lui est venu un autre analyste que je vois toujours aujourd'hui. Et finalement, l'analyse, une fois qu'elle a fait son travail thérapeutique, c'est une façon de mieux se connaître pour être mieux au monde et que le monde soit mieux avec soi. C'est un voyage. C'est un voyage sans fin auquel il faudra un jour mettre un terme, de fait. Mais c'est un voyage qui vous met des outils dans une trousse à outils
pour arriver à moins souffrir, à vous débrouiller, à accepter de pleurer parfois, à accepter de dire j'ai pas envie, à accepter certains matins de pas du tout avoir envie de se lever et certains soirs de pas du tout avoir envie de se coucher. Donc pour moi, je le vis comme une chance magistrale qui m'a été donnée. On peut pas avoir toutes les malchances. Quand on vit une perte, beaucoup de gens disent qu'on doit aller de l'avant, mais que signifie vraiment aller de l'avant pour vous ? Moi, je crois tout simplement que la vie, dans mon cas, je ne prétends pas du tout parler au nom de tous les endeuillés, je n'ai pas du tout cette prétention. Je peux parler que de ce que moi j'ai vécu. La vie est exigeante et cette exigence nous pousse à aller de l'avant, effectivement, et le matin, on se réveille et le matin, on a faim. Enfin, on peut avoir l'appétit coupé quelques heures, quelques jours, mais à un moment donné, la vie se rappelle à nous et voilà, t'es là, t'as survécu à ton père, à ta mère, à cet ami et à d'autres choses. La vie exige et la meilleure façon que moi j'ai eue de leur rendre hommage à tous les trois, c'est d'accepter cette demande en mariage de cet homme avec lequel je suis mariée depuis 25 ans, qui est l'homme de ma vie. Et le plus beau moment de ma vie, c'est sans doute ce premier test de grossesse avec les 2 bars. Je crois que j'en ai fait 18 en 10 minutes. J'ai avalé 50 litres d'eau. Et je me suis trimballée avec mon test de grossesse comme un stylo dans mon sac à main. Voilà, bon, quand ça a commencé à se voir, je me suis dit, bon voilà, là, il est vraiment là, le Simon. Mais voilà, et puis le deuxième test de grossesse, c'était une petite fille. C'est merveilleux parce qu'on se dit vraiment la vie est plus forte. Alors après, pour mon fils, ça a été un certain accouchement. Et pour ma fille, est-ce que c'était parce que c'était une fille ? Ma mère m'a manqué beaucoup parce que quand on donne naissance à un être qui donnera lui-même, j'espère, naissance à un être, il y a une espèce de fil dont on voudrait qu'il n'ait pas été coupé. Et là, en l'occurrence, ma mère n'était pas là, donc ça a été un peu douloureux. Mais ma fille est une merveille. Les deux, mais Salomé est un soleil, mais un soleil qui éblouirait le soleil. Y a-t-il un moment où vous avez ressenti que malgré tout, malgré l'absence, malgré le deuil, vos parents, votre ami Raphaël et l'amour que vous aviez reçu d'eux continuaient quelque part de vous soutenir ? C'est la seule vraie question qu'il faut se poser. Moi, je suis un peu perchée, comme disent les copains. Je passe ma vie à la recherche de signes. Il y a quelques années, j'ai découvert Instagram. Je crois que c'est mes enfants qui m'ont dit « Regarde, c'est marrant, c'est mieux que Facebook, je sais pas quoi. » Bon, bref. Moi, je suis pas du tout connectée, je suis nulle en ça, je sais à peine allumer la télé. Et dès que je voyais une plume dans la rue, je la photographiais, je la mettais sur Instagram. Mon fils m'a dit « Arrête ça tout de suite, tu vas passer pour une dingue. » Je dis « Mais non, mais regarde, il paraît que les plumes, c'est des signes d'ange. Et moi, j'en vois tout le temps. » Il me dit « Oui, maman, tu les vois, mais garde ça pour toi. Là, moi, quand même, t'as un nom connu, tu vas passer pour une cintrée, quoi. » Et donc, j'ai arrêté de poster mes plumes d'ange. Mais moi, je passe ma vie à la recherche de signes. Tout le temps. Tout le temps, je guette. Mon fils, quand il a passé la première étoile, il avait, il avait 5 ans, quelque chose comme ça. Et ils étaient 250 gamins à passer la première étoile. 200 peut-être. Enfin, c'était énorme. Il y avait un troupeau d'enfants. Tous à peu près du même âge. Et donc, il y avait environ, 200 dossards. Mais j'exagère pas, hein. C'était à la fin pas d'une colo, mais à la fin d'une semaine scolaire de ski, de vacances scolaires. Donc, on est là avec mon mari. Et je dis à mes parents, mais dans ma tête, évidemment, puisque je leur parle pas en vrai, j'aurais tellement aimé que vous voyiez Simon avec son dossard, avec son blouson, avec son casque en train de descendre cette piste de ski. Faites-moi un signe. Et Simon avait le dossard 51, qui est l'âge auquel ils sont morts tous les deux, sur 200 dossards. Donc voilà, je l'avais mon signe. Dans 1000 façons d'aimer, vous explorez les différentes facettes de l'amour et les leçons qu'on en tire. Quelle a été pour vous la leçon la plus difficile à apprendre de l'amour ? Je crois à l'amour absolu, à l'amour complet, à l'amour sans complaisance. Et que ce qui a été le plus difficile à apprendre et à comprendre, c'est que j'étais un peu la seule à espérer cet amour-là, cet amour qui n'est pas soumis aux règles de la bienséance, de la vie sociale. Voilà, moi je suis une amoureuse intransigeante, fatigante, évidemment, pour les amis, pour les amours. À moi, on peut tout demander quand j'aime, et je comprends pas
que je puisse pas tout demander tout le temps. C'est-à-dire, les amis peuvent m'appeler n'importe quand, les vrais amis, j'entends, il y en a 5 sur cette terre, ou 4. Je serai toujours là, et je voudrais qu'ils soient toujours là pour moi. Or, moi, j'ai vraiment une idée de l'amitié très, très absolue, très fatigante, je crois. Oui, dans votre livre, vous décrivez des scènes avec Raphaël, Oui. effectivement, qui est là tout le temps pour vous. Il était là tout le temps pour moi et j'étais là tout le temps pour lui. C'est-à-dire que, encore une fois, je trouve que plutôt que de pleurer et de regretter que ça se soit arrêté à 25 ans, ce qui m'arrive encore tous les jours, de pleurer et de regretter que ça se soit arrêté, je préfère reprendre le dessus, comme vous avez dit très bien tout à l'heure, aller de l'avant et me dire que, eh bien, je l'ai connu, je l'ai vécu. C'est vrai qu'après, toutes les amitiés peuvent paraître un peu fades. Donc, il m'appartient à moi de remettre un curseur juste. Enfin, je peux pas demander à mes amis d'aujourd'hui ce que j'ai demandé à Raphaël et ce qu'on a vécu lui et moi. Donc, voilà, ça c'est la maturité. Il m'appartient de comprendre que parfois on n'est pas disponible pour moi et que à ce dîner-là, je suis pas invitée parce qu'on n'a pas forcément envie de me voir. Avec Raphaël, on était là tout le temps l'un pour l'autre. On était indissociables et pourtant on n'était pas un couple. Et vous, qu'est-ce que l'amour vous a appris sur vous-même ? Sur moi-même, je sais pas. Je pense que quand je suis tombée amoureuse de l'homme qui est devenu mon mari, j'ai eu une espèce d'intuition et je me suis dit que celui-là, il fallait pas le laisser passer. D'abord parce qu'il me plaisait beaucoup, mais surtout qu'il serait un père merveilleux pour nos enfants. Et comme j'ai perdu mon père très jeune, il fallait pas que je me trompe. Il fallait pas que je me trompe. Et je dis pas que j'ai choisi le père de mes enfants avant de choisir mon mari, mais je dirais pas le contraire non plus. J'ai trouvé cet homme plein de classe, cultivé, élégant, drôle, très très intelligent, très adaptable, ce que moi je ne suis pas. Et je me suis dit qu'on était tellement différents l'un et l'autre que forcément nos enfants allaient piocher dans ces différences pour être les êtres merveilleux qu'ils sont aujourd'hui. Je me suis pas trompée. En repensant à ces 1000 façons d'aimer, quel est le message ou la leçon que vous aimeriez transmettre aux autres sur ce que ça signifie vraiment aimer ? Alors la leçon, certainement pas. Je suis l'inverse d'une donneuse de leçons. Le message, ce serait peut-être d'accepter de se laisser surprendre. Moi, j'ai 56 ans. J'ai pu rencontrer ces 5-6 dernières années des amis ou revoir des amis que j'avais perdus de vue et me faire à l'âge adulte, je crois que j'ai la carte senior dans pas si longtemps que ça, me faire à l'âge adulte des amis d'enfance. Et le message issu de mon expérience, c'est accepter parfois de baisser la garde, de se laisser aller et de se dire tiens, et si je devenais très amie avec lui parce que il me plaît comme pas comme un amour pourrait me plaire, mais il me plaît, j'aime sa façon de parler cinéma, j'aime sa façon d'aller au cinéma, j'aime sa façon de me dire viens, on va bouffer des fruits de mer, j'aime l'idée que à 56 ans révolus, on puisse encore s'attirer des amis d'enfance. Comment à 56 ans révolus, on s'attire encore des amis d'enfance dans les routines effectivement qu'on peut avoir exigeantes, qui souvent enlèvent le temps des rencontres répétées qui font qu'à un moment donné... Mais je crois qu'on peut s'attirer des amis d'enfance à l'âge très adulte en acceptant de se livrer, en étant généreux de soi-même, c'est-à-dire en n'étant pas sur la défensive, en n'étant pas sur la réserve, en acceptant de parler de ses blessures, de parler de ses frustrations, de oser dire moi je me trouve pas jolie, en osant dire des tas de choses que seul peut recevoir un vrai ami. Et en fait l'amitié sera mise à l'épreuve des confidences, soit l'ami est en capacité de les recevoir et en fait quelque chose de positif, soit il rigole et à ce moment-là on passe notre chemin. Comment parlez-vous de l'amour à vos enfants et de l'amitié ? De l'amitié, j'aurais toujours expliqué que c'était très important d'avoir un ami, une amie, un meilleur ami ou une bande d'amis très sincère. Et alors moi, j'ai fait les choses très simplement, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont tout petits, c'est table ouverte, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir, même quand ils étaient à l'école primaire, déjeuner avec des copains, goûter avec des copains, il y avait toujours des biscuits, des gâteaux que je faisais pas, je vous rassure quand même. Mais il y avait. Si c'était la journée. Oui, si c'était la journée. Il y avait toujours des spaghettis. Il y avait et même si j'avais pas prévu, on mettait des spaghettis dans l'eau et il y avait toujours une assiette, 2 assiettes, 5 assiettes pour les copains des enfants. Et c'est merveilleux parce que du coup, ces copains des enfants qu'ils ont connus, je sais pas, ils avaient
7, 8, 9, 10 ans. Aujourd'hui, mes enfants ont presque 22, presque 24 ans. Et les copains continuent à venir. Et encore avant-hier, ils sont venus dîner à la maison. Ils ont appelé mon fils Simon. Ce soir, est-ce qu'on peut passer chez toi ? Et on a eu un dîner très joyeux parce qu'en fait, c'est ces jeunes gens que j'ai connus enfants. Je les ai vus grandir et j'ai appris à les aimer. Ils ont appris à m'aimer. Et c'est autant d'enfants qui sont autour de ma table. Et ça, c'est merveilleux. Pour ce qui est de l'amour, je serais moins péremptoire. Je les laisse faire leurs propres expériences et je me tiens à distance de leurs expériences. S'ils ont envie de m'en parler, j'écoute. Évidemment, je suis là. Mais je me permettrai jamais, jamais, jamais de porter un jugement sur les LU, U ou UE de leur cœur. Jamais. Et comment parlez-vous de ceux qui ne sont plus là à vos enfants ? Si mes enfants étaient avec nous autour de cette table aujourd'hui, ils vous diraient qu'ils vivent avec des fantômes. Puisque mes parents sont morts, mais très présents. Raphaël est très présent aussi. À un moment donné, dans le livre, je dis tu es devenu pour eux non pas un oncle d'Amérique, mais un oncle de beaucoup plus loin. Donc mes enfants vivent avec des photos de Raphaël, de mes parents. Et puis mon père étant très connu, mes enfants ont eu accès à lui en lisant ses bandes dessinées. Donc ils ont un rapport à mes morts finalement assez sain, puisqu'ils ont toujours été là et je crois que j'en ai jamais réellement parlé comme de gens qui ne sont plus là. J'ai parlé comme des gens qui sont ailleurs et qui veillent sur nous et qui nous protègent. Quelle était votre intention au moment où vous avez décidé l'écriture de votre livre, de partager votre histoire et vos souvenirs avec le monde ? Alors j'aurais adoré décider. J'ai pas décidé. 30 ans plus tard, ça s'est imposé à moi. Ce livre qui n'est pas un hommage, qui est un récit, qui est une déclaration d'amour à l'amitié, en fait. C'est ça ce livre. C'est une déclaration d'amour à l'amitié. C'est imposé à moi, j'ai pas décidé. Et ça aurait été beaucoup plus simple qu'autre chose s'impose à moi, puisque je vous ai expliqué, donc écrit 3 fois, ça prouve que le sujet m'échappait. Ta mort me résiste. Donc j'ai pas décidé. J'ai laissé venir. Que voudriez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre, enfin de ce que vous partagez dans le livre ? Sans doute l'espoir que c'est pas parce qu'effectivement tout d'un coup c'est un champ de ruines qui nous entoure que le champ de ruines ne sera jamais fréquentable. On peut se promener, on peut les regarder, on peut regarder l'herbe pousser, on peut en faire quelque chose et on peut construire dans ces ruines, on peut construire des théâtres de personnages, pas des théâtres d'ombre, des théâtres de personnages. C'est un livre qui parle surtout d'espoir. Enfin, je rebondis encore sur ce que je viens de lire. Je vais vivre, vivre et vivre. Alors qu'à l'instant où j'apprends que c'est fini, qu'il est mort, je me suis dit, mais comment je vais arriver à survivre à ces 2 morts, ma mère et lui. Et en réalité, la vie est plus forte que tout. Maintenant que le livre est écrit, sorti, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? D'abord, je suis immensément fière des retours que j'en ai, très heureuse d'être reçue par vous ici, très heureuse de ce mot que vous avez dit quand je suis arrivée, élégant. J'ai l'impression d'avoir réussi. Non pas, c'était pas un examen, mais c'était bien plus important qu'un examen. Et je me dis que ce livre fera son chemin. Et je crois que le plus beau compliment, il m'a été fait il y a quelques jours. Quelqu'un m'a dit, voilà, je l'ai offert à tous les gens que j'aimais. Je l'ai offert à mes amis. C'est une déclaration d'amour à l'amitié. Et j'aimerais que ce soit un livre qu'on se transmette, qu'on se passe, qu'on s'offre, qu'on relise aussi. Voilà, c'est pas du tout prétentieux de ma part. Je suis pas du tout comme ça, pas du tout prétentieuse. Ce livre est le témoin d'une amitié et je voudrais aussi qu'il serve de message d'un ami à l'autre. Ce serait ça la réussite. Quel conseil, si c'est le mot est juste, donneriez-vous à quelqu'un qui vit une période douloureuse de deuil, une rupture, et qui se demande comment retrouver la paix ? Je dirais, pour l'avoir éprouvé moi-même 3 fois, faites le dos rond, laissez passer les vagues, ne luttez pas contre les vagues, prenez les vagues, et un jour vous allez vivre, vivre et vivre. Anne Goscinny, en quoi croyez-vous ? Je crois que les gens ne meurent vraiment que quand on cesse de parler d'eux.
quand on cesse de les évoquer, quand on cesse de les aimer intensément, passionnément. Je crois que la vie ne s'arrête pas au visible. Je crois aux signes. Je crois à l'âme qui survit. Je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais je crois très sincèrement à la persistance de quelque chose. Quand mon père est mort, j'étais une toute petite fille. Et une des questions que j'ai posées à ma grand-mère, je me souviens très rapidement dans les jours qui ont suivi, c'est d'accord, il est mort. Je commençais un peu à comprendre ce que ça voulait dire. Mais où va l'amour qu'on avait l'un pour l'autre? Il n'a pas pu mourir, cet amour, il est éternel. Bon, les adultes sont mauvais pour répondre aux questions d'enfants et j'attends toujours la réponse. Mais voilà, je crois en l'amour qui reste et qui nous porte. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? Ce qui m'inspire éternellement, ce sont mes enfants. Et ce qui m'émeut éternellement, ce sont mes enfants. Qu'est-ce qui vous effraie? L'idée qu'il puisse leur arriver quelque chose, l'idée qu'ils puissent être malheureux, l'idée qu'il arrive quelque chose aux gens que j'aime, à mon mari, l'idée que les gens que j'aime soient bousculés par la vie, en particulier mon mari et mes enfants, ça me terrorise. Autant, moi j'ai été très malade, je suis née avec une maladie du rein et qui a repris du service il y a quelques années, il y a 5 ans. Et j'ai été quasiment donnée pour morte. Et j'ai pas eu peur. J'ai compris que c'était peut-être la fin. C'était très brutal. C'est une septicémie très brutale. Et j'ai pas eu peur. Je me suis dit, c'est maintenant. En revanche, mon fils Simon passait le bac philo le lendemain. Et j'ai parlé à mes parents dans ma tête quand j'ai compris que c'était très très chaud. Et j'ai dit, mais il faut qu'il passe le bac philo avec sérénité. Ça peut pas être maintenant. Pas possible, il faut qu'il ait ce bac brillamment, il a une mention très bien. Mais voilà, donc j'ai pas peur pour moi, jamais, mais peur pour eux, toujours. Et fier d'eux. Oula. On l'a entendu. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ce qui me fait du bien, c'est d'être avec eux, mon mari, mes enfants, quand on déjeune tous les 3, qu'on rigole, je suis très en retrait, je les écoute, je les regarde. Mais ce qui me fait du bien aussi, c'est d'être avec mes copains, mes amis. Personne n'a pris la place de personne, comme je dis dans le livre, personne ne remplace personne. Mais ce qui me fait du bien, c'est les soirées d'été, dans ma maison de Provence, avec les copains, où on boit un coup de rosé, où on sort le piano, où on chante, où on abîme sans doute Véronique Sanson et Alain Souchon, en buvant du rosé de Provence. Voilà, ça me fait du bien. Ce qui me fait du bien aussi, c'est un livre que je vais découvrir et dans lequel je vais me plonger et duquel je vais oublier de ressortir. Voilà, la nuit aura passé et je serai toujours avec ce livre dans les mains. Ce qui me fait du bien, c'est une comédie musicale de Jacques Demy. Ce qui me fait du bien, c'est un film de Claude Lelouch, en particulier le dernier, finalement, qui était une merveille. Le cinéma de Lelouch me fait du bien. Le cinéma de Jacques Demy me fait du bien. Le cinéma de Truffaut me fait du bien. Je suis une grande cinéphile. Voilà, relire une Comtesse de Ségur me fait du bien. Boire un verre de vin, vous allez croire que je suis alcoolique, me fait du bien. Alors le rosé, c'est avec ou sans glaçon? Ah, c'est sans glaçon. Oh là là, quelle horreur. Et puis me marrer à minuit quand ma meilleure amie Virginie m'envoie un truc qui va me faire marrer par texto et tout d'un coup, on regarde l'heure chacune de notre côté du portable, elle habite Boulogne, en disant mais attends, il est 4h30, il faudrait peut-être dormir et en fait, je me suis marrée dans mon lit. Voilà, ça me fait du bien. Si vous aviez un mantra ou une phrase qui guide votre vie, quelle serait-elle? Ne renonce jamais. Eh bien, merci Anne. Merci à vous. Merci Anne pour cette conversation qui a le goût d'une confidence. À travers 1000 façons d'aimer, vous ne parlez pas seulement de deuil ou d'amitié, vous ouvrez une porte sur l'essence même de ce qui nous relie aux autres. Ce livre, comme une main tendue, nous rappelle que les liens humains sont à la fois fragiles et indestructibles, qu'ils nous façonnent autant qu'ils nous portent. Chers auditeurs, j'espère que cet échange vous aura parlé autant qu'il m'a touché. Car au fond, aimer, c'est peut-être cette capacité à traverser les épreuves sans jamais perdre le fil de l'autre, même dans l'absence. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt sur Blooming You pour continuer ensemble à explorer ce qui fait de nous des êtres vivants et liés. À bientôt. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blooming You. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose.
Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube ou directement sur le site bloomingyoU.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.